Bonjour. Nous poursuivons notre étude de la librairie Swing et nous allons maintenant parler de la notion d'action. Alors pour bien comprendre ce qu'est une action Swing, le mieux c'est de repartir des travaux que nous avions réalisés dans les 3 derniers tutos. Regardez, j'ai préparé une classe, je l'ai appelée ActionSample, donc elle étant JFrame. C'est donc une fenêtre graphique. J'ai mis ici quelques informations, notamment la taille et la position de ma fenêtre. Très bien. Ensuite, je vais chercher à injecter une barre de menu. Ici, je fais un set JMenuBar. Ma barre de menu est produite par une de mes méthodes. C'est une méthode privée qu'on va retrouver dans notre classe. Ensuite, je mets en place un contenu au niveau de ma fenêtre. Au nord de cette fenêtre, je vais y placer une toolbar. Et dans la zone centrale, je vais y mettre un splitter qui contiendra à gauche une arborescence avec un jeu de scroll bar autour. Et sur la droite, une zone d'édition de texte qui elle aussi sera associée à des scroll bars. On récupère les scroll bars grâce aux instances de JScrollPane à ce niveau-là. Notez bien, le split pane, celui qui découpe ma fenêtre en deux, est horizontal. Donc mes deux éléments sont bien les uns à la suite des autres de manière horizontale. Regardez, je démarre mon programme. Ici, j'ai mon split pane. Je peux donc faire bouger la frontière entre mes deux cellules de gauche et de droite. Ici, j'ai mon J-tree. Ce J-tree étant dans un scroll pane, si jamais l'espace de mémoire était trop petit, on a bien tout qui peut être visualisé en faisant jouer les scroll bars. De même ici, on a bien notre JText Eurea, notre zone d'édition des textes multiligne. Regardez, si jamais je dépasse, j'ai bien encore une fois un scroll pane qui me permet de pouvoir naviguer dans mon JText Eurea. Très bien. On a une barre de menu, on a une barre d'outils. Le seul problème, c'est que pour le moment, je n'ai strictement rien mis, ni dans l'un ni dans l'autre. Donc pour le moment, on ne voit rien. Et j'ai un pop-up menu, il est déjà en place, on l'affiche, tout comme on avait vu ça sur les tutos précédents. Par contre, comme il n'y a aucun élément de menu dedans, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose. Bon, maintenant, je vais remplir ces 3 éléments. Donc la barre de menu, la toolbar et mon pop-up menu. Je vais pour le moment y placer qu'un seul et unique élément et je vais procéder par simple copier-coller de ce qu'on avait pu produire sur les 3 tutos précédents. Regardez, je reviens ici, je récupère juste mon menu new. Je le mets où? Mais je le mets dans ma fonction de construction de barre de menu. Et donc, il s'appelle MenuNew, c'est bien un JMenuItem. Bon, je passe là le coup du gestionnaire d'événements, j'y reviendrai tout à l'heure. Et je lui place un mnémonique, un accélérateur et une icône. Pour les icônes, j'ai repris le jeu d'icônes qu'on avait vu dans les tutos précédents. Donc du coup, ici, j'ajoute mon menu New dans le menu File. OK. Je reprends ça. Comme on avait vu, un pop-up menu et un JMenu, c'est grosso modo le même type d'objet. En tout cas, ça se comporte quasiment de la même manière. Ce qui veut dire que si ici, je recrée un JMenu item, un nouvel élément pour ce pop-up menu, et si je l'ajoute dans mon pop-up, normalement, j'ai maintenant un élément dans mon pop-up menu. Il me reste le coup de la toolbar. Regardez, je reviens sur ce qu'on avait produit. Et donc dans la toolbar, nous avions mis, à un moment donné, un bouton. Je le copie-colle et donc je le mets ici. Bon, je passe le coup du gestionnaire d'événements. On réglera ça tout à l'heure. Regardez, je relance mon application. Très bien. J'ai un petit souci sur mon menu File. Oui, j'ai compris. Il faut bien entendu ne pas oublier d'ajouter dans la barre de menu le menu File que je viens de constituer. Je relance l'application. Donc on a bien le menu File, il contient un seul élément qui est New File. On a bien notre menu ici, notre élément de toolbar qui s'appelle New File aussi. Et nous avons un pop-up menu qui nous présente encore une fois un New File.
Les accélérateurs sont en place. Si je fais CTRL-N, normalement, ça devrait déclencher automatiquement l'élément associé. Le souci de ce code, c'est qu'il y a eu beaucoup de copier-coller, en tout cas notamment au niveau de cette partie-là. Si vous m'avez bien suivi, j'ai vraiment copié-collé ces lignes-là et je les ai collées à l'identique ici. Donc du coup, on a exactement les mêmes lignes de code qui définissent les mêmes mnémoniques, les mêmes accélérateurs et les mêmes icônes. Regardez, l'icône, je la retrouve ici, mon icon new, mais on l'a aussi défini dans la toolbar. Dans la toolbar, on a enlevé le mnémonique. On a juste mis à la place un tool type texte, une infobulle. D'accord? Donc on a le tool type texte, très bien. On n'a plus le mnémonique, on n'a plus l'accélérateur. Mais pour autant, il y a au moins déjà l'icône qui est commune à tous ces éléments-là. Bon, ben ça, ce n'est pas une bonne manière de travailler. Le problème, c'est que si jamais un jour vous voulez changer le texte du menu, il va falloir le changer à différents endroits. Si vous devez changer les touches, les mnémoniques par exemple, ou les accélérateurs, là encore une fois, il va falloir travailler à de différents endroits. Vous souhaitez changer d'icône, il faudra changer les 3 noms d'icônes sur chacun des éléments. Donc il faudrait arriver à centraliser toute cette partie-là, toute la partie de définition du mnémonique, de l'accélérateur, de l'icône, mais aussi éventuellement de l'infobulle. Tout ça, il faudrait le fusionner en un seul et unique endroit et après produire un élément pour la barre de menu à partir de cette définition, produire un élément de la toolbar à partir de cette définition et de même pour un élément dans le pop-up menu. Et bien ça tombe bien, c'est exactement ce que permet de faire cette notion d'action. Alors une action, ça va être basé sur un type, c'est le type action. Regardez, je reprends ici une Javadoc. Donc impeccable, je vais dans javax.swing. Voilà, j'y suis quasiment. Et donc, dans ce pactage, on y retrouve une interface. C'est l'interface action. Alors, bonne nouvelle, une action, c'est quoi? C'est avant tout un action listener. L'interface action étant l'interface action listener. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut associer à une action un traitement. Bon, au moins comme ça, j'aurai le même traitement, quel que soit le moyen de mon interface graphique qui me permet de lancer cette action. Donc on aura un seul et unique action listener localisé en un seul endroit. Pour rappel, un action listener demande à ce qu'on implémente une méthode action performed. Mais le souci, c'est qu'il y a aussi d'autres méthodes qui sont attendues. Regardez, je reviens sur le type action, et ce qu'on voit, c'est que ce type action définit d'autres méthodes abstraites. Ici, vous avez un ensemble de méthodes abstraites qui me sont à fournir. Alors, bien entendu, je ne vais pas travailler avec une instance d'action à proprement parler, sinon je devrais redéfinir chacune de ces méthodes. Donc, bonne nouvelle, vous avez une implémentation abstraite par défaut. C'est ce qu'on appelle l'abstract action. Regardez, la classe, c'est donc bien une classe. Alors, c'est une classe abstraite. Mais cette classe abstract action implémente la notion d'action. Et il fournit pour quasiment toutes les méthodes une implémentation par défaut. Alors comment allons-nous coder une action? Regardez, je vais revenir sur notre site, donc cours.fr. D'accord, quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous cliquez au niveau de la section Java, vous arrivez normalement sur cette page, vous retrouvez énormément d'informations par rapport à Java, mais disons qu'ici on a tout ce qui est tuto swing. Si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur cette page. À ce niveau-là, vous devriez retrouver une sous-page qui est dédiée au tuto que je suis en train de mettre en œuvre et que vous êtes en train de suivre. Donc très bien, et on y retrouve l'exemple de code que je vais vous proposer. Regardez, ici nous avons un exemple de définition d'action. Je vais la copier-coller, cette action. Et je vais la placer ici. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à ce niveau-là? Alors, je fais CTRL-SHIFT-O pour ajouter tous les imports. Attention, vous voyez ici qu'il y a 3 types action qui existent dans le Java SE. Vous prenez bien entendu le type javax.swing.action. Bien entendu. Donc voilà, CTRL-SHIFT-O et vous générez la chose. Une fois que donc on a copié ce code, il se peut qu'il y ait quelques éléments de syntaxe qui vous surprennent. Rien de bien méchant, on va tout régler point par point. Alors je vais déjà commencer par le warning.
Ce warning, c'est pas bien méchant, mais il vous dit simplement que cette classe AbstractAction demande normalement, au cas où l'action serait sérialisée. Notez que la sérialisation, nous n'allons pas la mettre en œuvre dans ces tutos. Sérialisation, ça consiste à sauvegarder un objet dans un flux. Mais c'est un point qui ne nous intéresse absolument pas. Sauf que pour faire ça proprement, normalement, il est censé avoir un identifiant unique, ce qu'on appelle le Serial Version UID. Il vous propose éventuellement de pouvoir le générer via cet assistant. Vous voyez le Add Generated Serial Version UID. Ça génère, regardez, ça génère ce genre d'identifiant là. Le problème, c'est que ça parasite notre code avec quelque chose qui ne nous intéresse absolument pas, et qui plus est des actions, dans l'exemple que je vais vous monter, petit à petit, mais on va en avoir un certain nombre. Donc du coup, à chaque fois, il va falloir que je régénère un identifiant de ce type-là. Il y a une autre solution qui est peut-être pas mal, c'est ce qu'il vous propose, c'est d'ajouter un suppress warning sur serial. C'est-à-dire que ces types d'erreurs-là, on sait qu'elles existent, mais on lui demande explicitement de ne pas les considérer. Regardez, c'est ce que je vais faire directement au niveau de ma classe. On va dire ici suppress warning. Voilà, et on lui dit, on est conscient de ce problème, mais il n'y a pas de problème, on sait que ça ne nous posera aucun souci étant donné le type de code qu'on va générer, donc on lui demande de débrayer, de supprimer ce type de warning. Donc ça c'est un premier point. Si je reviens ici, normalement, le warning sur le Serial Version UID disparaît. Ce deuxième warning là, lui il est normal. Pour le moment, mon action est non encore utilisée dans mon programme, ça va arriver dans quelques minutes. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ici? Vous voyez, j'ai fait un new sur le type AbstractAction dont je vous parlais il y a quelques minutes. Le problème, c'est que ce type est un type abstrait. N'oubliez jamais, on ne peut pas instancier un type abstrait. Donc du coup, je fais une dérivation à la volée. Alors pourquoi j'ai fait une dérivation à la volée? Est-ce que j'aurais pas pu simplement utiliser la notion de lambda ou la notion de référence sur méthode? Alors la réponse est oui, j'aurais pu. Mais du coup, je n'aurais pas pu configurer proprement mon action. Ce qui veut dire que les lignes de code qui sont là auraient dû être injectées dans mon action de par ailleurs, dans mon programme. Moi, ce que j'ai préféré, c'est dire, non, je vais définir mon action à la volée, et ce que je vais faire, c'est que dans le constructeur de cette action, je vais définir un certain nombre de points particuliers. Et donc, pour avoir cette notion de constructeur, je ne pouvais pas utiliser la notion de pointeur sur méthode comme on l'avait fait jusqu'à présent. Donc du coup, j'utilise une classe anonyme. Et là, on a un pépin, on a un petit problème. La classe est anonyme. Donc elle n'a pas de nom, par définition. Comment coder un constructeur d'une classe qui n'a pas de nom? En sachant que normalement, un constructeur reprend le nom de la classe. Et là, effectivement, si on ne connaît pas l'astuce, on peut être bloqué. Pour autant, je vous rassure, on peut spécifier un constructeur au niveau d'une classe anonyme. Le constructeur d'une classe anonyme, il ne porte pas de nom et la syntaxe, elle est réduite à sa plus simple expression. Il suffit de mettre un bloc de code directement dans votre classe anonyme et ce bloc de code, vous voyez, il n'y a pas statique, il n'y a pas de nom de classe devant, il n'y a rien, il y a juste accolade ouvrante, accolade fermante. Ça, c'est la manière normale de définir un constructeur sur une classe anonyme. Bon, c'est un point de syntaxe, je ne sais pas si vous le connaissiez, mais il est comme ça, donc on l'accepte. Donc ici, j'ai affaire à mon constructeur. Donc quand je vais construire mon action, je vais pouvoir définir un certain nombre d'éléments. En gros, une action porte une collection. C'est une collection de type table associative, clé-valeur. Donc ici, vous avez des clés. Ce sont des constantes de type chaîne de caractères. Le problème de la constante, c'est que vous pouvez vous tromper. Le problème de la chaîne de caractères, excusez-moi, c'est que vous pouvez vous tromper. Si j'avais mis double guillemets name, comme il me le suggère ici, j'aurais pu faire une permutation de caractères ou ce genre de choses-là. Le fait d'utiliser une constante garantit que c'est vérifié par compilation. Si jamais j'oublie un caractère, ça me fait une erreur de compilation. En plus de ça, vous pouvez profiter du contrôle espace. Donc il y a vraiment intérêt à utiliser ces constantes. Ici, vous avez les différentes clés que je peux utiliser pour mon action. Alors, une action, elle doit avoir un nom. Le nom, c'est ce qu'on va afficher pour cette action. Par exemple, dans la barre de menu, sur mon menu File, le premier élément, il s'appellera New File. Il affichera ce texte-là. Bon, bien entendu, vous pouvez lui associer une icône. On le sait, dans une barre de menu, à gauche d'un élément de menu, ça c'est le name, d'accord, on peut avoir une petite icône. Là, j'en ai pas, mais notez que ici, j'en ai quelques-unes. Donc très bien. Ensuite, on peut avoir un mnémonique. Le mnémonique, toujours pareil, c'est la
la lettre, excusez-moi, qui va être appuyée quand je vais appuyer sur Alt. Regardez, là j'ai appuyé sur Alt au niveau d'Eclipse, d'accord? Je le maintiens appuyé, vous voyez au niveau de la barre de menu, le E se surligne quand j'appuie sur Alt. Regardez, maintenant je fais Alt E, le menu s'ouvre et vous voyez, il y a d'autres lettres dans la barre de menu qui sont surlignées. D'accord? Ces autres lettres, ben, ce sont les mnémoniques de chacun de mes menus items. Bon, ben, ce que je veux faire, c'est que si j'ai un new là, ben, je veux que ce soit le N qui soit surligné. Ok, donc c'est une syntaxe quand même différente de ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le mnémonique, on invoquait une méthode particulière. Ben là, on fait un put value sur cette clé-là et on définit le mnémonique. Donc, le name, l'icône, le mnémonique, la short description. Le short description, pour le comprendre, le mieux, c'est la toolbar. Dans la toolbar, on peut avoir un tool type texte. C'est la petite infobulle qui va apparaître quand vous allez mettre la souris sur un des éléments de votre barre d'outils. Bon, ben ça, c'est la short description. Et puis, cette action peut être associée donc à une séquence de touches, ce qu'on appelle un accélérateur. Donc, on a le accélérateur key. Et donc, ici, ben, je dis pour faire un nouveau fichier, il me suffira d'enclencher la séquence CTRL-N. C'est un accès direct. Je vous rappelle, un accélérateur, c'est un accès direct à la fonctionnalité. Alors que le mnémonique, ici, le N, faut-il d'abord avoir ouvert le menu File pour ensuite pouvoir enclencher l'élément New. Donc un accélérateur est encore plus rapide qu'un raccourci type mnémonique. Donc cette action, elle agrège toutes ces informations que j'ai définies au niveau de la construction de mon abstract action. Alors, bien entendu, si je veux que ça compile, il faut que je finisse par une dernière partie. N'oubliez pas, on implement action listener. Donc, si on veut être une classe concrète, faut-il fournir toutes les méthodes, y compris celles qui sont spécifiées par les interfaces de plus haut niveau. Donc ici, je fournis un action performed. Bon, on se contentera de simplement faire un affichage sur la console si on clique sur un des éléments associés à cette action. Maintenant, la question, c'est comment injecter cette action dans mes 3 éléments d'interface. Eh bien, regardez. Je supprime tout ce code, on l'enlève. Voilà, je reviens sur menu File. Là, ce que je peux faire, c'est un add. Jusqu'à présent, je vous avais appris à faire des adds avec des éléments de type J-menu item ou bien des J-menus si on voulait avoir un sous-menu. Si vous faites CTRL SHIFT espace, l'outil va vous afficher toutes les signatures proposées. Et ce qu'on voit, c'est qu'on peut aussi faire un add directement à partir d'une action. Ce qui veut dire que si là je fais ACT new, il semblerait que ça puisse fonctionner. On va vérifier déjà juste cette première ligne. Et on va vérifier que notre action, du coup, se comporte correctement. J'ouvre le menu File. J'ai mis mon élément de menu avec ses caractéristiques. Son icône, son mnémonique, son nom, bien entendu, et son accélérateur. Alors, à savoir, ces possibilités qui consiste à créer un élément à partir d'une action, renvoie toujours l'élément en valeur de retour. Ça veut dire que là, j'ai bien récupéré un J-menu item. Pourquoi pas, je peux l'appeler menu new, comme on le faisait jusqu'à présent. Mais du coup, je ne fais plus un new. Du coup, je demande à la méthode add du menu dans lequel je suis de produire l'instance pour moi. Si jamais vous n'avez strictement rien à faire sur votre élément de menu, vous n'êtes pas obligé de récupérer la chose dans une variable. C'est à vous de voir, en fonction de vos besoins. Pour ma part, je ne pense pas que ça me soit utile, donc je m'arrêterai simplement ici. Ok. Maintenant, je vais prendre ma toolbar, on va faire la même chose. Au lieu de travailler de cette manière-là, regardez, j'enlève le tout. Je vais simplement ici dire que sur ma toolbar, je fais un add à partir de mon action. Donc c'est ACT new. Bon, ici, ça ne me renvoie plus un menu item. Dans une toolbar, la plupart du temps, on met des boutons. Donc ça me renvoie un objet de type JButton. J'ai mon bouton dans ma toolbar. Regardez.
on a bien dans notre toolbar un premier bouton. J'ai bien mon texte, hein, mon infobulle qui me dit New File CTRL-N. Très bien. Vous avez vu, là j'ai enclenché CTRL-N. Du coup, j'ai l'action hein, qui déclenche, qui plus est. Il nous reste le coup du menu contextuel. Encore une fois, je supprime toute cette partie-là. À la place, je fais un pop-up menu, .add de mon action. Alors j'avais le visuel il y a 2 secondes qui est apparu, mais ça c'était l'ancienne façon de faire. Bon, normalement on doit toujours avoir exactement le même visuel, mais là c'est ma nouvelle façon de travailler. Du coup, mon icône qui est ici aussi et que je retrouve encore une fois à ce niveau-là, elle est spécifiée en un seul et unique endroit dans mon programme. Je veux changer cette icône, allez je vous fais la démonstration, il me suffit juste qu'à changer l'élément qui est ici. Allez, je mets un autre fichier que j'ai à ma disposition, undo pourquoi pas, je relance mon application, j'ai fait une modification, et du coup pour les 3 éléments d'interface graphique que je considère, mon icône a changé. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on gagne en qualité de code hein, parce que ça simplifie énormément les choses. On définit nos actions et on les injecte partout où c'est nécessaire. Bon, je reviens à mettre mon icône New, c'est un petit peu plus sympathique. Bon, pour finir ce tuto, regardez, je reviens sur la page que je vous avais montrée il y a quelques minutes, et donc ici on y retrouve l'exemple complet. Bon, regardez, je vais récupérer l'intégralité des actions qui y sont définis. Bon, alors, oui, pas new, bien entendu, le new on l'a déjà. Je copie-colle ça, je viens le mettre à ce niveau-là. Donc ça, c'est toutes mes autres actions. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à remplir mes 3 éléments d'interface graphique. Bon, regardez, on avait commencé à produire notre menu file. Je reviens ici, je reprends la section de code qui suit. Je garde hein, le menu new, mais maintenant je vais mettre un séparateur, mes actions relatives à l'ouverture ou la fermeture des fichiers, en tout cas chargement et sauvegarde. On récupère notre exit, on récupère aussi les autres menus pour avoir quelque chose d'un petit peu plus riche et complexe. Voilà qui est fait. Je reviens au niveau de la toolbar, c'est pareil, je rajoute les autres éléments que je souhaitais voir apparaître au niveau de ma toolbar. Regardez, je les rajoute ici. On avait notre bouton New. Alors, pour enlever le warning, hein. Ah oui, si ça je vais le garder. Le bouton New, je vous le montre dans quelques instants. Lui, je vais en avoir besoin, j'y reviens juste après. Mais donc, j'ai rajouté les autres éléments d'interface graphique. Et puis, bien entendu, on récupère aussi tous les éléments qui sont là et qu'on souhaite voir placés hein, dans le pop-up. Bon, après, est-ce qu'on veut garder le new ou pas, ça peut se discuter, à vous de voir. Bon, dans tous les cas, là, je décide dans mon menu contextuel d'avoir tous ces éléments-là. Que ce soit mon menu contextuel, ma toolbar ou ma barre de menu, les 3 sont basés sur mes actions. Regardez, je relance mon programme. J'ai bien ma barre de menu associée à toutes mes actions, les toolbars, le menu contextuel. Bon, eh bien, oui. Alors, je voulais revenir juste ici. Pourquoi ça peut être intéressant de pouvoir récupérer sur certains éléments des choses. Regardez, ici sur bouton New, si je fais un point, j'ai accès à toutes les méthodes d'un bouton. Bon, là, vous avez vu, vous avez tout un ensemble de fonctionnalités qui me sont proposées. Et donc, ce sur quoi je voulais revenir, c'était le texte de mon action. Vous voyez, ici, on a une méthode particulière, set add action text. Ce qu'on a vu, c'est que là, quand j'ai mis ma barre de menu en place, il a mis les icônes, mais par défaut, il m'a caché les actions, les textes des actions. Je les ai bien au niveau des éléments qui sont là, undo, redo, copy. Par contre, je ne les ai pas à ce niveau-là. Si vous voulez contrôler ces éléments-là,
vous pouvez ici dire si oui ou non vous voulez afficher. Regardez, si je mets un trou, je ferme cette fenêtre, je réouvre ma fenêtre, et alors ça c'est l'effet des mots, mais normalement je dois pouvoir contrôler mon texte. Alors je ne sais pas pourquoi là il ne me l'affiche pas, mais disons que normalement, voilà, vous devriez pouvoir cacher ou pas. Ah oui, non, je suis idiot, c'est moi qui suis idiot. Hide. Donc oui, je viens de le cacher, mais il était caché par défaut. Donc maintenant, je lui demande de le réactualiser, ça marchera beaucoup mieux. Et donc normalement, vous voyez maintenant, vous visualisez le texte de l'élément de menu. Parfait. Donc là, on est bien d'accord, hein, la sémantique, c'est de cacher. Si je mets trou, oui, bien entendu, il cache. C'était les valeurs qui étaient engagées ici par défaut. Si vous ne dites rien, le texte pourra s'afficher. Bon, ça dépendra des cas, mais on pourra le voir s'afficher. Donc au pire des cas, vous dites explicitement, voilà, je coupe l'affichage du texte. Notez que là, j'ai choisi d'invoquer la méthode sur le résultat de l'appel à add. On le sait, un appel à add renvoie un objet de type bouton. Donc j'invoque bien la méthode sur mon bouton. Bon, et bien voilà qui clôt ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation des actions au niveau de l'API Swing. Bon, j'espère que ce tuto vous a plu, que maintenant vous y voyez clair sur la manière de mettre en œuvre vos barres de menu, vos toolbars et vos pop-up menus, en tout cas la manière la plus optimisée possible. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un j'aime et puis éventuellement à repartager ce tuto, ça m'aide à le faire connaître, c'est très important pour moi. Je vous en remercie par avance. Et puis de toute façon, je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Merci de votre attention.